Première question, ça sera quelle est votre motivation à vous lancer dans cette aventure en dehors de l'aspect financier? Et ces projets se rapprochent-ils de vos compétences? Euh, alors, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas la première raison, c'est pas du tout l'aspect financier, hein. C'est lancer sa boîte, c'est surtout quand on est jeune, un peu comme moi, c'est peut-être le pire des investissements qu'on peut faire parce que il y a peu de chances que ça fonctionne et on met beaucoup de temps et de ressources et d'argent aussi quand on en a personnel. En fait, dans mon cas, l'entrepreneuriat impact, c'est plutôt parce qu'il y avait un besoin aujourd'hui d'essayer de changer la donne à niveau climatique qui était pas encore résolu, en fait, ce problème. Et donc, la motivation principale, c'est vraiment essayer de participer à bouger les choses et pas forcément gagner de l'argent. Enfin, là aujourd'hui, j'ai eu la chance que ça fonctionne et donc, c'est des conséquences de l'entrepreneuriat, mais c'est pas du tout la motivation primaire. En termes de compétences personnelles, bah, j'ai lancé Zay il y a 5 ans à la sortie de mes études. Donc, disons que j'avais pas énormément d'expérience, à part quelques projets que j'avais fait en dehors de mes études. Mais disons que les compétences, je les ai développées pendant l'entrepreneuriat parce que c'est une des expériences d'entrepreneuriat qui développe le plus les compétences personnelles, que ce soit la planification, la pensée macro, le commercial aussi, la capacité à convaincre, la capacité à embarquer. Ouais. Donc, disons que maintenant, oui, mais au début, quand je me suis lancé avec 5 000 euros et sans équipe, disons que j'avais pas encore l'expérience ou les compétences pour faire tout ça. Pour la deuxième question, c'est en cas de difficulté, êtes-vous prêt à maintenir votre investissement dans le start-up ou seriez-vous tenté par une sortie de capital? Alors, je pense que ça dépend vraiment des cas de figure. Dans mon cas, j'ai pas du tout de ressources à réinvestir. Donc, en cas de difficulté, il faut se débrouiller pour trouver des nouvelles personnes qui font confiance au projet. Mais en tout cas, si j'avais des ressources, du capital, je le réinvestirais. C'est un peu son bébé, hein, sa startup. Donc, on va pas le jeter dès qu'il y a un problème, quoi. Quel est votre positionnement, quel est le positionnement de la startup face à la concurrence et comment parvient-elle à se distinguer? Alors, Zay, on s'est positionné comme une alternative gratuite aux cabinets de conseil en stratégie d'impact et RSE qui sont en général très coûteux, qui font beaucoup de ressources. Et on a réussi à développer une matrice et un algorithme qui est capable de faire un travail humain complexe et d'expert, mais on le fait gratuitement en 3 minutes et de manière complètement automatisée. Donc en fait, on se positionne comme une solution qui est extrêmement efficace, mais qui est gratuite et donc qui démocratise ce métier-là. Et derrière, donc pour la partie conseil, accompagnement des entreprises, et on se positionne aussi comme un outil de communication, de valorisation via nos profils publics et nos placements pour les consommateurs, les talents, les candidats, les investisseurs. Donc on a un positionnement un peu 360 qui est à la fois très qualitatif, mais qui a l'avantage d'être gratuit parce qu'on automatise quelque chose de payant et de coûteux. Donc on a un positionnement un peu particulier, mais ce qui fait qu'on a une croissance et une acquisition qui est inenvisageable pour la plupart de nos concurrents, comme les cabinets de conseil. Et on a presque 2000 entreprises inscrites sans avoir dépensé un seul euro en communication, du boulanger du coin jusqu'à des grandes banques internationales, justement grâce à ce positionnement-là. Pour la quatrième question, quels sont les risques liés à une éventuelle défaillance de votre produit? Alors, nous, notre produit, il est 100% digital, donc le promesse, c'est de dire qu'il est tout le temps disponible, donc il ne faut surtout pas que les serveurs lâchent ou qu'il y ait un gros problème, une attaque par exemple. Et le deuxième risque, c'est plutôt si le résultat des stratégies qui sont générées par l'algorithme, en fait, à un moment, sont complètement hors de la réalité. Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais c'est possible à un moment qu'il y ait une erreur ou un bug dans le code et qu'il y a un grand compte qui s'inscrive pour recevoir un peu son profil et qui, pour communiquer ses engagements, se retrouve avec des critères qui n'ont absolument rien à voir. Et il y a un risque plutôt de crédibilité. C'est pas un risque commercial parce que ça commence toujours par une version gratuite. Donc quand une entreprise s'inscrit, elle n'a pas payé 20 000 euros et elle s'attend à un truc parfait. Elle commence par une version gratuite et paye dans un deuxième temps. Donc le risque est quand même assez limité, mais c'est plutôt un risque de crédibilité, de notoriété.
sachant qu'aujourd'hui, on a un positionnement qui est quand même assez qualitatif, on est assez connu sur le marché. Et il faut qu'on garde cet aspect précis, cet aspect efficace, pour pas risquer un bad buzz ou une perte de notoriété. Comment envisagez-vous d'optimiser votre présence sur les réseaux sociaux? Alors aujourd'hui, on a la chance d'être utilisé par les entreprises dans leur communication. Donc, au lieu d'avoir un label que pas grand monde ne connaît ou un rapport RSE que pas grand monde ne lit, Zeil fonctionne vraiment comme une vitrine digitale qui est communiquée par l'entreprise sur ses réseaux sociaux et aussi sur d'autres canaux pour leur communauté. Donc, par exemple, je sais pas moi, le site français qui publie son profil sur ses réseaux sociaux pour que la communauté comprenne les engagements. Mais du coup, ça nous permet aussi de nous faire connaître nous en tant qu'entreprise et en tant que service. Donc, on a un système qui est assez organique où la plus-value de notre plateforme, c'est la communication que va faire le client sur son profil, sur Zeil, en gros. Et donc, ça nous permet d'avoir une visibilité sur des réseaux, mais pas que, qui grandit très vite, qui est purement organique sans avoir dépensé un centime de publicité, et qui nous permet d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite que la plupart des concurrents qu'on aurait. Pour la dernière question, pourquoi ne travailler dans l'une des entreprises leaders de votre marché? Parce que, disons que chaque entreprise qui existait dans le domaine, soit il faisait uniquement du scoring RSE, scoring impact, de la mesure, soit il faisait la partie communication, donc les labels ou les rapports RSE. Mais en fait, on se rend compte très vite qu'aucun de ces deux acteurs arrive à vraiment changer le monde. Si je fais que le pilotage de la donnée et la mesure, mais que j'arrive pas à le communiquer, ben, l'entreprise n'a pas de retour sur investissement. Donc, elle n'a pas de gain de part de marché, d'attraction des talents. Donc, la RSE et l'environnement, ça reste perçu comme un sacrifice en temps et en argent. Soit je fais que la communication, mais je fais pas le pilotage de la progression. Et dans ce cas-là, ça peut être du greenwashing et l'entreprise ne va pas être trop amenée à progresser sur ces enjeux. Donc, pour moi, il faut vraiment mélanger à la fois le pilotage de la progression et la communication pour que ça fasse un cercle vertueux, qu'elle continue à s'engager, qu'elle trouve des clients, qu'elle trouve des salariés, des talents grâce à ça. Et que ça fasse un véritable cercle vertueux. Et là-dessus, il n'y avait absolument rien qui existait sur le marché. Et c'est pour ça que j'avais voulu créer Zeil à l'époque. On est à la fin de notre interview. Merci de nous avoir suivis. Oui, je vous remercie, monsieur, pour votre réponse à notre question. Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne journée. Très bonne journée, du coup. Merci. Au revoir. Oui.